Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h dont voici le sommaire. 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Le Bénin est représenté par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Un rendez-vous de dialogue de haut niveau entre le Japon et les pays africains. Une seconde d'assoupissement au volant et c'est des vies qui sont brisées. La fatigue au volant continue de faire ravage et pourtant elle peut être évitée à travers de bons comportements sur nos routes. Reportage à suivre. Championnat ouest-africain d'athlétisme en région 2 à Accra, déjà 3 médailles d'or, 1 en argent et 2 en bronze pour le Bénin. Un bilan élogieux rien que pour la première journée. À nouveau, bonjour. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zime Yerima, représente le chef de l'État à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Pour l'occasion, un cadre de dialogue de haut niveau entre le Japon, les pays africains et les partenaires de développement a été mis en place. Et en marge des activités officielles de la TICAD 9, la vice-présidente a eu plusieurs rencontres bilatérales. Suivez le compte-rendu avec Jérôme Hungo et Mohamed Bio. La vice-présidente de la République du Bénin a enchaîné plusieurs échanges stratégiques avec des figures clés du partenariat Nippo-Afrique à Yokohama. Je vous remercie de ma part également. Avec la JICA, Agence japonaise de coopération, les échanges ont porté sur un prêt concessionnel d'environ 50 millions de dollars dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé cofinancé avec la BAD, Banque africaine de développement. Le Bénin compte 65 années de relations diplomatiques, de coopération avec le Japon. Mais depuis les années 1980, le Bénin n'a plus obtenu de prêts concessionnels du Japon. Mais cette forme de financement vient de redémarrer avec l'intérêt que la JICA a manifesté pour l'un de nos programmes. En réalité, en 2023, le Bénin a mis en place un programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé, qui a eu des résultats extraordinaires en 2023 et en 2024, avec des financements successifs de la BAD. Nous sollicitons en fait un appui complémentaire de la JICA pour finaliser le financement en fait de l'intégralité des phases que concerne en fait cet échangeur qui va désenclaver les routes de Cotonou, éviter en fait la congestion, la pollution. Quant au développement du secteur privé et surtout en prêt, la décision finale dépend du gouvernement japonais. Mais de notre côté aussi, on a continué nos efforts d'étudier la possibilité, tenant compte de cette coopération depuis 1996. Cette année, nous célébrons le 65e anniversaire du partenariat diplomatique entre nos deux pays. En 65 ans, beaucoup de choses se sont passées dans le cadre de cette coopération-là, sur le plan énergétique, au niveau des transports, au niveau de la santé, de l'agriculture. Nous avons bénéficié de l'appui du Japon et depuis 2005, grâce à la JICA, nous bénéficions de l'intervention de jeunes Japonais volontaires travaillant dans différents secteurs. Nous tenons, au nom du peuple béninois, à vous remercier pour ce partenariat fructueux. Sur le plan économique, la vice-présidente a reçu les responsables de l'entreprise Toyota Tsusho Corporation et de CFAO. Les opportunités d'investissement et les perspectives de coopération industrielle ont été au cœur des échanges, avec un intérêt marqué, notamment pour les secteurs de la santé et des infrastructures. Le Bénin est un marché consommateur de vos produits et également consommateur de vos services. Mais jusque-là, nous faisons du commerce et j'espère qu'avec ce que vous êtes en train de faire à Glodibé, nous allons pouvoir passer également dans l'allée de vos fournisseurs en produisant quelques pièces
de vos véhicules que nous achetons déjà. Donc, on aimerait nous aussi être de l'autre côté pour ne serait-ce qu'un début, puisque jusque-là, nous consommons. Au Bénin, nous connaissons votre entreprise depuis des décennies. Et cette entreprise a une bonne réputation au de notre pays. En ce qui concerne les infrastructures vertes, nous souhaiterions que la coopération qui a démarré, qu'elle s'accentue, afin que nous puissions bénéficier de votre expertise au niveau de GROJP. Et ce qui concerne la santé, nous demandons également assurer qu'il y ait un renforcement de la coopération, afin que nos populations puissent également bénéficier de votre appui dans le domaine de la santé, de la sécurité, par rapport à la sécurisation des vaccins. La vice-présidente du Bénin s'est également entretenue avec un groupe de parlementaires japonais. Elle a salué leur rôle stratégique dans le renforcement des relations entre le Japon et l'Afrique à travers la TICAD. À l'occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Bénin, les deux parties ont salué la qualité de la coopération bilatérale. La vice-présidente a exprimé sa gratitude pour les projets structurants appuyés par le Japon qui contribuent significativement au développement du Bénin. Les discussions ont également mis l'accent sur la promotion des investissements privés japonais. Retour au Bénin avec ce constat. La route continue d'engloutir des vies et l'un des facteurs les plus sous-estimés mais dévastateurs reste la fatigue au volant. C'est un fléau qui prend de l'ampleur et qui est à l'origine de nombreux cas d'accidents. Et pourtant, ce phénomène peut être évité à travers de bons comportements dont nous parlent ici Michael Noati, Giscard Rapovi et Dorcastito Tchaledji. La fatigue ne rime pas avec la conduite. La route continue d'endeuiller des familles malgré les campagnes de sensibilisation répétées. Si l'excès de vitesse, l'alcool ou le non-respect du code de la route sont régulièrement mis en cause, un autre facteur, souvent sous-estimé, mérite une attention particulière, la fatigue au volant. La fatigue, c'est un état de baisse de vigilance, un état d'affaiblissement physique ou moral, causé généralement par les longs voyages, par le manque de sommeil, et également par les voyages de nuit. La personne peut commencer par sentir des maux de tête, la personne n'est plus d'humeur, sensation de lourdeur au niveau des jambes, la personne qui a un membre supérieur ne tient plus, c'est-à-dire les membres supérieurs deviennent lourds, la main qu'elle arrive à déployer très facilement devient lourde et après la personne a une sensation de ne plus fournir assez d'efforts. Quand on se retrouve dans cet état, nous devons sentir que là, c'est la fatigue. Parfois, certaines personnes peuvent se retrouver dans une situation où ils étaient en forme, mais après avoir pris un médicament par exemple, peuvent développer des effets secondaires et vont prendre le volant. Un simple moment de somnolence peut s'avérer fatal. Pourtant, de nombreux conducteurs, notamment les chauffeurs de camions et de taxis, enchaînent de longues distances sans prendre le temps de se reposer. Déjà quand nous faisons un certain parcours, la réglementation nous recommande le repos. Et cette distance qu'il faut parcourir avant de se reposer, normalement devait être de 300 km. Après 300 km, on devait se reposer. Et il est dit dans le code, après 2 heures au volant, il faut prendre une pause de 10 minutes. Quand il s'agit des gros porteurs, des camions, après 4 heures de voyage, il faut prendre une pause de 45 minutes. Ce que nous ne constatons pas. Il y a aussi la consommation de l'alcool. Quand vous prenez de l'alcool, quelques heures, ça dépend de l'organisme de chacun, il y a la digestion qui commence et une fois que la digestion commence, cela vous amène dans le sommeil. La fatigue n'est pas une gêne anodine, c'est un véritable risque. Et sur la route, il suffit d'1 seconde d'inattention pour que tout bascule.
Près de 1000 jeunes des départements de l'Atlantique, du littoral, de Lomé et du Plateau bénéficient d'une formation en apiculture, une initiative du gouvernement dans le cadre du programme Azoli. La formation se tient dans la commune de Pobé. On fait le point avec Viti Sarouhe, Michel Lébé. Des produits de l'apiculture de haut standing. C'est parti pour la formation en apiculture à l'intention des jeunes bénéficiaires du programme Azoli à travers le prodige projet d'inclusion des jeunes. Pour le compte de la zone 6, les bénéficiaires concernés viennent de 4 départements. Le consortium Aspaif et Empire de l'abeille est responsabilisé pour accompagner les jeunes bénéficiaires de ce projet dans les départements de l'Atlantique, littoral, Ouémé et Plateau. Donc nous avons la charge d'accompagner ces jeunes dans le développement de clusters apiculture pour assurer la commercialisation du miel. Chers jeunes bénéficiaires, c'est une opportunité d'emploi à ne pas négliger qui vient compléter une activité peut-être principale dans laquelle vous exercez. L'innovation majeure de cette formation en apiculture est la production de miel à base de fleurs de palmier à huile. Cette activité générative de revenus identifiée pour faciliter l'insertion des jeunes bénéficiaires du programme Azoli dans des clusters apicoles répartis sur tout le territoire national servira de socle pour booster l'insertion socio-économique des jeunes. Environ 10 000 jeunes bénéficient de cette formation en apiculture dans les 12 départements. Pour les 4 départements concernés par cette zone 6, ils sont exactement 971 personnes. Ils vont recevoir des formations théoriques et après des formations pratiques sur le terrain avant d'être installés avec le financement reçu du projet. Aujourd'hui, je suis très contente que les choses ont repris parce que nous avons commencé avec ce projet il y a de cela 2 ans. Et il y a un temps, on n'avait plus d'informations à propos de ça, mais Dieu merci, ils sont revenus. Et la formation a commencé aujourd'hui pour 2 semaines. Le programme Azoli a pour cible les jeunes en situation de chômage ou de sous-emploi, instruits ou non, ayant au plus le BEPC et âgés de 18 à 30 ans. Journée porte ouverte sur la protection des données à caractère personnel à l'OCOSA. L'autorité de protection des données personnelles, à travers cette initiative, se rapproche des populations pour les sensibiliser et surtout échanger avec elles sur les enjeux de la protection de données personnelles à l'ère du numérique. Évariste Zomaron et Samirat Chabimane pour le reportage. 2 journées portes ouvertes pour sensibiliser les citoyens de la Cité de l'Espérance sur l'importance de la protection des données à caractère personnel. L'activité menée par l'Autorité de protection des données personnelles tourne autour du terme « Protéger les données personnelles, un droit pour tous, un devoir pour chacun ». Quand on parle de données personnelles, on parle de tout ce qui est relatif à vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, tout ce qui permet donc d'identifier une personne. Même une photo, c'est une donnée personnelle. La voix, c'est une donnée personnelle. À quelle fin les données personnelles sont utilisées? Que faire en cas de fuite de données personnelles sans consentement? Autant de questions qu'on se pose. Et l'autorité de protection des données personnelles est la structure compétente pour nous apporter des réponses adéquates. Citoyens et acteurs du département du Mono ayant en charge la collecte et le traitement des données personnelles font pour la majorité la connaissance des missions de l'autorité de protection des données personnelles et comprennent mieux à travers des ateliers interactifs et des sessions d'information leurs droits et devoirs. L'autorité de protection des données à caractère personnel, c'est une structure qui n'est pas aussi connue que ça. Il est important que ces journées soient effectivement organisées pour sensibiliser la population, sensibiliser tout le monde. Est-ce que nous avons le droit de mettre des caméras un peu partout sans autorisation? Est-ce que nous pouvons mettre ces caméras, par exemple, sans
indiquer à la personne qui pénètre ces lieux que cette personne est filmée, surtout les jeunes. Comment est-ce que l'utilisation abusive des réseaux sociaux peut leur créer des problèmes si leurs données ne sont pas protégées. On n'a même pas besoin d'avoir des crédits dans son téléphone, on peut nous joindre, c'est le numéro 150. Pour l'institution, le droit à la vie privée à l'ère du numérique est une nécessité et les acteurs concernés doivent traiter avec professionnalisme et rigueur les données personnelles des citoyens entre leurs mains sous peine de sanctions. Dans le reste de l'actualité, la boucherie de Ndali, tout comme le complexe de transformation des mangues de Nati Tengu, dont on vous a parlé dans nos précédentes éditions, sont quelques-unes des réalisations du PASDER, le programme d'appui au secteur du développement rural, financé par la coopération suisse. Ce programme va s'achever cette année avec de nombreux acquis. Le chef du projet pour le Bénin revient ici sur quelques-uns de ces acquis et l'importance de leur pérennisation. On l'écoute ici au micro de Renaud Akapo et de Jean Lambima. Le PASDER, ça fait 12 ans d'intervention avec 2 années supplémentaires, donc 14 années d'intervention. Donc c'est un programme phasé en 3. Donc 3 phases successives qui a commencé depuis 2012 et qui est en train de s'achever en 2025. Il ne restait que 2 infrastructures qu'il fallait réceptionner au regard du redimensionnement des infrastructures. Donc le complexe de transformation de mangue et puis la boucherie de Komigea qu'on est en train de réceptionner aujourd'hui. C'est un programme qui, dès les premières phases, a beaucoup plus travaillé sur la production. La production avec des magasins de stockage pour stocker et vendre et quelques unités de transformation, notamment de gariers de riz. Mais dans la 3e phase, on est passé à un niveau d'infrastructure qui puisse intégrer un certain nombre de normes. Donc il y a des normes d'hygiène et de qualité qu'il faut intégrer. Et il faut beaucoup plus intégrer ces infrastructures dans une logique beaucoup plus structurante. Donc c'est ce qui a amené ce que vous avez vu. Donc on a travaillé un temps sur la production de lait et de viande. Mais maintenant il faut travailler sur la transformation de viande, d'où la boucherie. Et ici, on a travaillé, on a accompagné la production de mangue, on a amélioré les techniques de cueillette, de production, mais il faut aller maintenant à la transformation. On est content de réceptionner cette infrastructure qui, inévitablement, va apporter plus de valeur ajoutée à la production de la filière mangue pour mettre davantage beaucoup de jeunes au travail, nous permettre d'éviter les zones rurales vers le Nigeria, un certain nombre de choses, et travailler beaucoup plus à améliorer l'attractivité de la commune de Nati Tengu et l'attractivité aussi de la commune de Ndali pour ce qui est de la boucherie. Donc il faut qu'on aille vers un mode de gestion qui puisse permettre de rentabiliser les ouvrages et travailler sur une certaine durabilité pour que 5 ans, 10 ans après, quand on passe, on puisse revoir l'ouvrage fonctionnel avec des produits finis qui dépassent les frontières du Bénin, bien entendu qui sont consommés, qui dépassent les frontières du Bénin pour davantage améliorer notre balance commerciale. Sublimer les saveurs et relever les talents culinaires, c'est le défi relevé par de jeunes apprenants en cuisine à l'occasion d'un concours organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Art. Venus de différentes écoles de formation en cuisine, les participants se sont dépassés entre gestion du temps et stress tout au long de cette compétition. Reportage à Saint-Iche-Quinquemont et Mathieu Sokeno. C'est dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale que ces candidats ont fait preuve de savoir-faire dans l'art culinaire. La pâte noire à la sauce sésame et du crin-crin, du bomiwa au poulet étaient les plats vedettes de cette compétition. Pour le temps d'évaluation, nous vous donnons 1h30. Au départ, ils étaient 14 candidats en lice. À l'issue des délibérations, Rita Gloria, femme au foyer et mère de 3 enfants, décroche la première place du classement. Après avoir cuit le poulet, j'ai bien assaisonné avant de faire griller. Je suis très émue et très contente. Je donne toute la gloire à Dieu. Ça donne envie d'aller plus loin. La préparation des mets, des repas, comparativement à ce que nous voyons au bord des voies, ça les motive à être plus hygiéniques. La session prochaine, nous allons faire l'effort d'associer plus les établissements, même ceux-là qui ne sont pas encore sur la liste. Les autres candidats n'ont pas démérité.
Ils repartent avec des lots d'encouragement. À travers cette initiative, le ministère du Tourisme et de la Culture entend valoriser les jeunes talents et consolider la place de la gastronomie dans le patrimoine culturel national. Parlons à présent de la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui a été célébrée le 19 août dernier. Une célébration pour rendre hommage aux personnes qui assistent les populations touchées par les conflits ou encore les catastrophes naturelles. Elle commémore également l'attentat de 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad. Jennifer Sachivi nous propose un zoom sur cette journée et sur les bienfaits de l'aide humanitaire. Nous étions le 19 août 2003. Un attentat à la bombe au siège des Nations Unies à Bagdad faisait 22 morts et plus de 150 blessés, principalement des travailleurs humanitaires internationaux et locaux. L'attaque ayant eu lieu dans un contexte de guerre en Irak a marqué un tournant dans la manière dont l'ONU et les organisations humanitaires opèrent en montrant que leur personnel pouvait être une cible. Ainsi a été instituée la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui est avant tout un creuset de réflexion sur la sécurité du personnel humanitaire et les mesures pour améliorer leur protection. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de leur engagement humanitaire et célébrer l'esprit du travail humanitaire à travers le monde. Différentes initiatives sont mises en place depuis toutes ces années pour honorer ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales, c'est le thème de cette année. Il met un point d'honneur sur la reconnaissance du rôle essentiel, parfois banalisé, des acteurs locaux dans les réponses humanitaires. À travers ce thème, c'est un cri d'alerte qui est lancé. Le système humanitaire est de plus en plus à bout de souffle, sous-financé, débordé et attaqué. Au milieu des bombes et des catastrophes, les travailleurs humanitaires sauvant des vies au péril de la leur sont eux-mêmes pris pour cible. En 2024, plus de 380 travailleurs humanitaires ont été tués, certains dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres chez eux. Des centaines d'autres ont été blessés, kidnappés ou détenus selon des chiffres de l'ONU. L'appel est donc lancé cette année, agir pour l'humanité et éloigner du gouffre. Ce message invite chaque acteur, chaque citoyen à contribuer à la transformation de l'indignation mondiale en une pression réelle sur les dirigeants. L'objectif étant de protéger les travailleurs humanitaires et les civils qu'ils aident, respecter le droit international humanitaire, mais aussi et surtout financer les moyens de survie. Un mot de religion dans ce journal avec les évangéliques d'Afrique francophone qui sont en conclave au Bénin. Une rencontre régionale qui vise à former et à équiper les futurs leaders. Alain Sochouma et Élisée Degbeyon. Le monde évangélique francophone est en réflexion à Cotonou. C'est à travers un congrès qui aborde 3 grands axes. La première thématique, axe 1, portera sur la problématique herméneutique. Le deuxième axe va porter sur la problématique de l'homosexualité et de la polygamie. Le troisième axe, le dernier, portera sur la problématique du divorce et du remariage. Les leaders évangéliques de l'Afrique francophone tiennent à recentrer l'Église au cœur de la nation et de la société. L'éthique chrétienne doit guider le choix dans l'éducation, l'économie, la justice, la gestion des ressources publiques, la défense de la famille et de la dignité humaine. Il doit se nouer un partenariat entre l'Église et l'État pour une Afrique transformée. Il n'y a pas d'opposition entre l'autel et la République. Nous nous rassemblons ici pour rafraîchir notre amitié évangélique francophone. Malheur à l'homme ou aux chrétiens qui fait cavalier seul. Nous sommes réunis ensemble pour communier ensemble. Nous sommes donc ensemble pour chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ce congrès n'est pas avant tout théologique ou éthique. Ce congrès est avant tout spirituel.
Nous cherchons à nous rapprocher davantage de Dieu pendant ces quelques jours que nous passons ensemble en tant qu'évangéliques d'Afrique francophone. Le Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, qui dure 3 jours, va donner aux délégations participantes les outils nécessaires pour mieux impacter le développement sur le continent. Sport à présent avec la 7e édition du Festival des activités ludiques, une initiative de la direction départementale des sports de la Liborie avec cette année plusieurs disciplines mises en compétition. C'est la commune de Banékoara qui a accueilli les manifestations au plan départemental. Nestor Sela et Judikaël Ayeda. La 7e édition du Festival départemental des activités ludiques met en compétition 4 disciplines. Adji, Dame, Tabourou et Buntu. Sherifatou Bio Batonou gagne le premier prix dans la discipline Buntu. J'ai l'habitude de jouer ça à la maison, c'est pour ça que j'ai gagné ça. Je suis fière de moi-même. L'auditoire a suivi avec plaisir plusieurs challenges. Les premiers de chaque catégorie partent avec des trophées, des médailles et des enveloppes financières. Et nous sommes très heureux d'avoir participé à cette compétition. C'est-à-dire de gagner, et cela dépend de compétences. Alors, il faut bien savoir entraîner et savoir bien veiller sur le jeu que tu fais. Vraiment, nous organisateurs, nous tenons beaucoup à les remercier. Notre innovation cette année, nous avons pu intégrer l'approche genre en intégrant une discipline que nous avons appelée Bluetooth, qui est pour la plupart fréquentée par nos sœurs, les jeunes filles. Je tiens à exprimer ma profonde satisfaction quant au déroulement, à la participation et à la qualité du jeu. Nous avons réussi à travers ce jeu à faire la promotion des valeurs éthiques telles que la créativité, l'intelligence, le fair play et la collaboration. Participants et le directeur départemental des sports de la Liborie prennent l'engagement de promouvoir les activités ludiques dans les 6 communes de la Liborie. Je vous l'annonçais dans les titres, le Bénin effectue un départ fulgurant au championnat ouest-africain d'athlétisme en région 2 à Accra. 3 médailles d'or, 1 en argent et 2 en bronze. Un bilan déjà élogieux pour cette première journée marquée par des records battus et des performances de haut niveau. Retour sur ce démarrage prometteur des ambassadeurs béninois avec nos envoyés spéciaux à Accra, Jules Koikou et Blaise Atampo. Il ne pouvait pas mieux débuter les championnats ouest-africains d'athlétisme de la région 2 à Accra. 3 fois, l'hymne national béninois a retenti dans le stade de l'université d'Accra grâce aux performances éclatantes des ambassadeurs béninois. Alors pour le compte du Bénin, il faut dire que c'est une satisfaction. Les athlètes ont pu honorer grandement le pays et donc honorer les couleurs nationales en remportant de manière globale 3 médailles d'or, 1 médaille argent et 2 médailles de bronze. Azonrin Sylvain s'est montré impérial sur le 1500 mètres. Auteur d'une course maîtrisée de bout en bout, il surprend ses adversaires dans la dernière ligne droite et s'impose en 3 minutes 49 secondes 56 tièces. Non seulement il bat son record personnel, mais il signe aussi un nouveau record national. Je n'arrive pas à même m'exprimer en fonction du temps que je viens de faire parce que j'ai battu le record de l'équipe nationale que détient le coach Joachim Balog depuis un bon moment et il m'a promis que je dois battre son propre record afin que lui sent en lui-même qu'il a fait un travail plus mieux qu'avant. Attendu et annoncé comme une chance de médaille, Odette Sawekwa n'a pas tremblé. Restée patiente dans les starting blocks jusqu'au sprint final, elle arrache l'or avec brio en battant son record personnel. Améliorer mes performances, c'était à 2,07,419. Aujourd'hui, j'ai fait 2,03,421. Je suis tellement trop fière de moi-même. En lancer de poids, Tchédé Brigitte s'illustre avec un G à 11,33 m, synonyme d'or, tandis que sa compatriote Midomide Béatrice termine avec un lancer à 10,29 m. Et sur le 100 m haies, Aïe Godness, malgré une chute, arrache une belle médaille de bronze derrière les cadors Salima du Ghana et Touré du Burkina Faso.
En combiné, faute de compétition complète, Aldo Adjagbodjou et Farid Aïdou se sont alignés sur le 110 mètres haies où ils terminent respectivement 6e et 5e avec des chronos de 15,89 et 15,84. Enfin, sur le 100 mètres dames, Adjenda Elziane échoue de peu au pied du podium avec une prometteuse 4e place. À la série, j'avais couru avec la Nigériane qui était très très forte. C'était une athlète olympique du coup. J'étais tellement contente de la course, de la série. Et la finale aussi, je me suis sentie bien dans la course. J'ai fait ma course, je n'ai pas suivi, je n'ai pas voulu la suivre, mais j'ai fait ma course. Je pense que la 4e place, c'est pas démérité. Entre médaille d'or, record personnel et promesses d'avenir, le Bénin s'offre une entrée remarquée dans ces championnats ouest-africains, confirmant ses ambitions sur la scène régionale. Avant de prendre congé de vous, je vous propose à présent les marchés ouverts pour vous permettre de faire vos emplettes ce jeudi. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.